Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, très viewers cinéphiles, j'espère que vous allez tous très bien, je suis très heureux de vous retrouver dans une vidéo, je suppose que ce sera la première vidéo en question sur le sujet, enfin en tout cas la première émission en question, que je vais sûrement appeler Actu du viewer cinéphile. Voilà, Actu du viewer cinéphile, où je vais aborder des sujets d'actualité dans le cinéma, spécialement dans le cinéma, dans le 7e art, puisque c'est le titre quand même, donc voilà, c'est quand même le but de la vidéo en question. Donc, je vais aborder des sujets d'actualité, des polémiques par rapport à des réalisateurs, par rapport au cinéma en général, ou par exemple à des annonces que je vais faire, par exemple, je sais pas, des analyses de trailers que j'ai vues, tout simplement. Donc, ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est tout simplement ce qui s'est passé par rapport à la polémique sur Mathieu Kassovitz, qui a dit qu'il y a eu des propos irrespectueux et dégueulasses au Festival de Cannes, qu'on va voir ça en détail. Et ensuite, en deuxième option, enfin en deuxième partie et dernière partie de l'émission, on va faire une analyse orale, on va comment dire, parler de la deuxième bande-annonce de Jurassic World Renaissance. Enfin, Jurassic World Rebirth, le prochain Jurassic World, qui sortira le 4 juillet prochain. Donc, on va commencer. Du coup, je viens d'apprendre en scrollant sur Instagram, en regardant des influenceurs qui parlent d'actualité en France. Euh, du coup, j'ai vu un post de Partageons nos idées pour ceux qui le connaissent. Du coup, Benas, si tu me vois, je te salue. Partageons nos idées qui partagent souvent, enfin qui parlent souvent de failles et de gros problèmes de ce qui est en France et qui arrête pas de parler justement de faits divers négatifs dans notre pays, tout simplement. Et là, du coup, Benas, enfin Benjamin dans son vrai nom, justement s'est attaqué justement à Mathieu Kassovitz parce que pour information, Mathieu Kassovitz avait tenu des propos devant la télévision au Festival de Cannes, comme quoi apparemment il disait des conneries du genre, enfin c'est même pas apparemment, c'est qu'il disait que puis de toute façon la France ne sera plus un pays de blancs, un truc comme ça, qu'il y aura des couples mixtes et que peu à peu les blancs vont disparaître peu à peu, un truc comme ça. Donc ce que je vous propose, j'ai pas exactement les arguments, mais ce que je vais faire, c'est que je vais directement vous montrer, enfin vous faire écouter le post de partageant nos idées pour que tout soit clair entre nous, tout simplement. Donc voilà, c'est bon. Kassovitz. Écoutez Ouais, bien. 3 rounds de 3 minutes dans une. Je voulais proposer un octogone à Mathieu Kassovitz. Ouais, 3 rounds de 3 minutes dans une cave. Là, c'est partageant nos idées qui parle, hein. Un octogone à Mathieu Kassovitz. Ouais, 3 rounds de 3 minutes dans une cage en MMA, tu vois, pour qu'il assume ses propos. Ah, il aime pas les blancs. Et je Écoutez. voulais proposer un octogone à Mathieu Kassovitz. Ouais, 3 rounds de 3 minutes dans une cage en MMA, tu vois, pour qu'il assume ses propos. Ah, il aime pas les blancs. Et moi, j'aime pas les cons. On aurait pu s'adonner, il doit s'expliquer. Le problème, c'est le poids. Je fais pas 32 kilos et demi. Ah non, les petits tout fins, ils sont généralement beaucoup plus haineux que les plus grands. Ouais, c'est toujours pareil, hein. C'est toujours le chihuahua qui aboie le plus, mais bon, c'est le Rottweiler qui mord plus fort. Ah, mais bref, peu importe sur les métaphores, mais il propose des discours haineux et personne ne le reprend. Il a la télé, hein, face caméra, hein, entouré de blancs, et il dit les blancs, en gros, c'est une sourate, c'est des merdes, elles disparaître. Et personne ne dit rien, putain. Il est de gauche, hein, il est dans le cinéma, il a la carte, il est bobo, il fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut, personne ne reprend. Imagine Zemmour qui dit ça. Imagine Bardella qui dit ça, laisse tomber, c'est procès direct, hein. Lui, il peut, alors il t'a dit. Il n'y aurait plus de Français de souche, hein, et ceux qui restent seraient des fins de race. Eh ben, nique ta race. À un moment donné, mais c'est plus possible. C'est plus possible, les amis. On peut pas laisser ce genre de discours passer. Moi, c'est un problème. Alors, il t'explique avec un air très suffisant, hein. Il rit, il est fier, il est à l'aise, hein, il peut dire ce qu'il veut, hein, que en gros, les blancs vont disparaître parce qu'ils vont se mélanger avec des noirs, des arabes, des chinois, des portugais, et on peut plus vivre dans une France blanche. Mathieu, tu es de quelle couleur? Si on parle couleur, c'est toi qui lance le sujet. T'es pas violet, hein. Tu clignotes pas, t'es pas en couleur néon. De quoi tu me parles en fait, hein? Et alors, en dehors du fait que c'est absolument ridicule comme débat et comme discours, est-ce que vraiment en 2025, là en mai 2025, au Festival de Cannes, on a besoin de ce genre de propos qui divisent encore plus les peuples et encore plus les gens dans le pays? Est-ce que tu penses qu'il ne se passe pas assez de merde dans le pays pour justement calmer un peu le truc? Non, mais non, on remet un peu d'huile sur le feu. Putain. Bon, essaie de grossir un peu, qu'on laisse faire un petit combat, s'il te plaît, allez, bouge-toi Mathieu. Je voulais proposer un autre. Bon les gars, je vous le dis franchement, le temps que je remette mon téléphone, j'ai pas grand chose à rajouter. Benas, il a absolument tout dit. Euh,
On est vraiment dans un pays, et là c'est vrai que j'ai pas mal critiqué le système du cinéma français, où vraiment déjà que dans le CNC en fait récolte l'argent de nos impôts pour produire des bouses, mais vraiment des bouses à la fois wokistes comme Toute pour une, hein, qui a sali les Trois Mousquetaires. Je vous enverrai en lien en description ma réaction sur ce trailer-là d'un film que je ne suis pas allé voir, et un film qui a justement fait un flop, encore heureux. Mais voilà, en plus des films mauvais, français, les mauvaises comédies, tout ça, qui sont produites avec notre argent, et en fait des films qui n'apportent rien et que les moyens sont bas du front en termes techniques, et qu'à côté il y a juste deux têtes d'affiche qui sont mises en avant, et que en fait toute la moitié de l'argent parte dans le budget, enfin dans le salaire des acteurs. Tu sens l'escroquerie quand même. Et puis Mathieu Kassovitz, ça a toujours été un personnage vraiment vulgaire, vraiment grossier et assez provocateur dans le mauvais sens du terme, où vraiment il valorise vraiment la délinquance, hein. Non, c'est que dans le sens, en fait, il ne met pas en avant les gens en difficulté de la street qui essaient de s'en sortir. Non, non, non. Il met en avant, justement, il veut mettre en avant, il veut glorifier les défauts de la rue, au fait. Il veut glorifier la street, il veut glorifier les wesh wesh, les délinquants, genre le même genre de connard qui a pu agresser la streameuse coréenne à Toulouse. Vous voyez quoi? Ce genre d'émergumène là. Et Mathieu Kassovitz, depuis toute façon, on pourra dire ce qu'on veut par rapport même à ce qui s'était passé par rapport au tournage de Babylon AD, où les deux ne pouvaient pas se blairer entre Vin Diesel et Mathieu Kassovitz. Pour moi, c'est à cause des deux si le film a été un flop, parce que franchement, les deux en fait à la base cassent les couilles. Ces deux personnes ultra égocentriques et qui en fait n'ont aucun respect envers la dignité humaine et envers, on va dire, l'art du cinéma en lui-même. Donc voilà. Donc Mathieu Kassovitz, en plus, bon, si vous voulez vous marrer un peu avec de vieilles vidéos que j'ai faites, je vous mettrai aussi en lien en description des vidéos que j'ai faites sur Mathieu Kassovitz lors de mes premières années en 2020 sur YouTube. Donc voilà. Mais Kassovitz, c'est quelqu'un qui vraiment est assez agressif, et vraiment, il valorise vraiment, on va dire, les wesh wesh, et vraiment la délinquance, et vraiment l'irrespect, et vraiment le côté rebelle des gens qui en fait ne savent pas vivre en société. Alors que c'est assez ironique de la part de Kassovitz, quand on voit que Kassovitz, justement, le mec, il avait joué dans un film qui s'appelle tout simplement Noir avec Jean-Pascal Zadi. En fait, il joue littéralement un réalisateur raciste qui veut mettre en avant des personnages noirs à travers d'acteurs noirs, avec des caricatures sur l'Afrique, tout ça. Pour vous dire, j'ai regardé ce film-là, genre on n'est absolument pas qu'on puisse faire ça encore en 2020, ce genre de film-là, ça fait peur. Alors que Jean-Pascal Zadi se prétend woke, machin, Black Power de mes couilles, dans le mauvais sens du terme, je dis bien, où vraiment, ça fait de la merde, hein, ça fait de la merde. Et mon petit cœur de fan de Fabrice Eboué, quand je le vois jouer dans ce genre de film, alors que Fabrice Eboué est un mec qui fait de l'humour, où il tape sur tout le monde, sur n'importe qui, tu vois, ça m'a un peu chagriné le cœur. Ouais, voilà, mais après Fabrice Eboué, c'est un mec que j'admire, quoi. Et les autres, bon, c'est caca poubelle, mais Fabrice Eboué, par rapport à son humour, il est plus subtil. C'est toujours mieux qu'un Farid, où vraiment Farid, c'est de l'humour inclusif de mes couilles, tu vois, où ça fait pas rire. Parce que l'humour à la base, c'est censé se moquer des choses graves, quoi. L'humour à la base, c'est censé se moquer des choses graves et rigoler de ce monde pourri, quoi. Et pas genre, on va dire, se foutre sur la panche, je dis se foutre sur la panche, mais se foutre sur la tronche avec des blagues pas drôles, vraiment c'est inclusif, ça heurte pas les gens, parce que l'humour à la base, pour moi, c'est censé heurter les gens quand il est bien utilisé, quoi. Quand il est bien utilisé, et quand c'est pas, on va dire, des actes cruels, des actes, on va dire, d'agression, je sais pas quoi. Quand je parle d'humour, c'est pas de par Dieu. Pour moi, l'humour, c'est genre Fabrice Eboué, ou des choses où on peut rire des choses dans un contexte quand il le faut, mais rire de choses qui sont graves dans le monde, mais bien en rire bien en rire et en maîtrisant bien le sujet, quoi. C'est ça le truc. Comme le fait très bien South Park, tout simplement. Mais pour finir sur la partie Kassovitz, vraiment Kassovitz, c'est un personnage qui est assez grossier, assez égocentrique, qui vraiment ne se rend pas compte de l'industrie du cinéma d'aujourd'hui. Puis de toute façon, vous verrez sur le lien en description ma vidéo que j'avais faite par rapport à sa critique éclatée sur les effets spéciaux d'aujourd'hui, où vraiment Kassovitz, c'est vraiment quelqu'un d'agressif, qui est vraiment égocentrique. Le gars, il a même dit à un moment donné à la télévision pendant le Covid que le cinéma était amené à disparaître,
et que tout allait venir à la télévision, sur les plateformes, les streaming, alors que le mec travaille dans le cinéma, ce qui est assez scandalant et ce qui est assez délirant d'un réalisateur qui se prétend être un grand artiste machin de mes couilles, qui a eu des prix des Césars pour la haine et tout ça, alors qu'en plus le mec il décide de réadapter la haine en comédie musicale. Où va le délire en fait? Où va le délire? Donc excusez-moi, niveau incohérence, on est au level quoi. Mais ouais, Kassovitz, vraiment, franchement, dans tout ce cinéma français, là je vais pousser un Google sur le cinéma français, si des gens comme moi n'arrivent pas à percer dans le cinéma français, dans ce pays-là, parce que c'est à cause de cette inclusivité, de ce wokisme puant, où vraiment on va mettre en avant les minorités, avant tout, je déteste ce mot-là, mais on va mettre d'autres communautés que cis, blancs, hétéros, on va mettre deux communautés parce que c'est par discrimination positive quoi. C'est parce que tout simplement après il y a comment dire il y a des associations qui font comment dire quelque chose d'utile aussi pour des gens comme ça, les gens de cité qui ont pas forcément de moyens et qui veulent comment dire se faire une petite expérience, ça aussi c'est bien tu vois. Comme Ciné Banlieue, je me souviens qui avait été présenté à UGC 19e en 2024. Ça c'était intéressant pour les jeunes qui veulent se lancer un peu dans le cinéma. Après, ce qui ne va pas dans le cinéma français aujourd'hui, c'est, si je mets Ciné de banlieue de côté, vraiment, c'est vraiment cette idée où on va mettre avant tout sur le profil des gens en avant parce que leur profil se distingue par rapport à d'autres communautés autres que cis, blancs, hétéros. Et c'est ça qui est énervant, parce qu'on va plus te prendre pour le talent, mais on va te prendre parce que t'es, je sais pas, parce que t'es comme Léa Seydoux qui est la nièce de Jérôme Sédou, le patron de Pâté, parce que tu es un nom d'eux, parce que tu es un fils d'eux, de machin. Puis de toute façon, je vous mettrai aussi en lien en description ma vidéo sur Louis Leterrier que j'avais faite où je gueulais sur ce mec-là, pour vous dire à quel point c'est du réseau partout, on va dire en France, tout simplement. Et puis de toute façon, on revoit toujours les mêmes dans les films français. Chaque année, on revoit toujours les mêmes équipes qui rejouent dans les mêmes films. Enfin, les films diffèrent, mais voilà, c'est les mêmes têtes qui se recroisent. Enfin voilà. Par exemple, j'étais allé voir au Tong au pied de l'Himalaya avec Audrey Lamy sur l'histoire d'une mère qui s'occupe de son petit garçon qui est autiste. Et ben en fait, Audrey Lamy, tu vois, on pouvait se dire que c'était la seule actrice connue dans ce film-là, mais non, faut qu'on te rajoute Jean-Pascal Zadi, parce qu'il faut forcément une guest star, voilà. Mais après, ça va, le film, encore, il était bien foutu, il était super bien écrit, c'était un très bon film. Après, pour moi, les films les plus cyniques, c'est les gros films français où vraiment, comme les Astérix, on va te foutre des guest stars, des stars vraiment has-been comme Angèle, comme McFly Carlito, des gens qui ont rien à foutre qui ont rien à foutre à la base d'être dans un Astérix et on te les fout quand même quoi. Juste pour le chèque, juste pour l'argent, pour dire hey, regardez les jeunes dans Astérix, on a telle star, allez voir ce film là, pour parler aux jeunes de mes couilles, voilà. Ce genre de conneries là, en fait, qui va au détriment de l'art, qui va au détriment de la qualité d'un film quoi. Et franchement, je pense que réellement, ce qui tue le cinéma français aujourd'hui, c'est vraiment cette idée où à la fois il y a le wokisme, on met en avant les minorités, on met en avant, on va dire, alors, je dis encore minorité, excusez-moi, mais on met en avant les communautés juste pour leur profit. Et en fait, le truc, c'est que ça va au détriment de l'art et en plus, ça peut exclure d'autres personnes comme cis blancs hétéros qui peuvent avoir autant de bonne qualité en termes artistiques, tu vois. Et il y a cette idée où malheureusement, on va toujours faire du copinage entre nous les grandes stars françaises, et ça va être toujours la même boucle infernale, quoi. Et donc, c'est casse-couille. Je suis désolé, c'est casse-couille. Je vais essayer de finir cette partie Kassovitz à 15 minutes, mais voilà, je préfère être honnête avec vous, les gars. Le cinéma français va extrêmement mal. Le CNC, je rappelle qu'ils utilisent notre thune pour financer des films qui sont éclatés au sol, mais genre vraiment, parfois c'est pas le cas, dans le sens où ils arrivent à financer d'excellents films comme Le Comte de Monte Cristo, comme L'Amour Ouf, des films comme ça, quoi, qui ont eu un certain succès. Excusez-moi, pardon, qui ont eu un très bon succès en 2024. Mais le truc, c'est que hormis ces exceptions-là, quoi, ce qui ne va pas dans le cinéma français, c'est que c'est toujours le copinage et que c'est toujours, en fait, on va dire, tout ce. Excusez-moi, c'est toujours dans le sens où on va surtout, comment dire, valoriser le fait que on va éviter de mettre en avant de nouvelles têtes. Et ce qui est compliqué, c'est que les Français, ils ont peur de la nouveauté. Les Français n'aiment pas la réussite en fait. Les Français, ils ont peur, on va dire, de la nouveauté et de la prise de risque dans une œuvre, tout simplement. Et ça se ressent énormément dans ce pays. Et c'est regrettable, quoi. C'est regrettable.
par exemple, ce que je peux dire, c'est que euh, quand tu vas aux États-Unis, tu peux déposer ton scénario, tu vois, à la WGA, dans le sens où ça peut te permettre d'avoir tes droits sur ton scénario qui soient protégés, tu vois. Donc, ce qui est normal, et ce qui est une très bonne chose. Et j'ai l'impression qu'aux États-Unis, c'est plus simple de percer dans le cinéma ou au moins, comment dire, ou au moins proposer un scénario, quoi. Ou au moins proposer un scénario et essayer de, comment dire, de négocier ça, quoi. En France, c'est toujours, tu dois appeler des producteurs, mais ils te répondent pas forcément. Les gens sont pas curieux en France. Tout simplement, les gens sont pas curieux. Bref, maintenant on va passer à Jurassic World. Donc, analyse du deuxième trailer de Jurassic World Rebirth ou Jurassic World en France, ou en français Jurassic World Renaissance. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bah putain, c'était exceptionnel comme trailer. Un trailer qui est quand même plus pessimiste, où vraiment, quand on voit les images du cinéma de Gareth Edwards à travers son nouveau film, du coup, ce Jurassic World 4, et bah justement, on voit cette idée où ils sont dans un laboratoire avec des scientifiques en combinaison blanche, avec des tableaux de bord, où en fait ils analysent, on va dire, les caméras de surveillance, mais en fait leur espèce de monstre mutant s'échappe, tout ça. Et c'est très intéressant. Et il y a cette idée aussi où tu as tous les rescapés qui s'échappent, tu vois. Mais en fait, tu as une meuf en combinaison qui reste, mais qui ne peut pas ouvrir la porte à son ami qui justement est resté dans l'autre pièce. Parce que même si son ami lui demande de lui ouvrir la porte, lui supplie de justement le sauver, la meuf elle peut pas, elle est désolée, elle est vraiment peinée parce que vraiment elle est, comment dire, elle est déprimée dans le sens où elle est mélancolique dans le sens où vraiment elle aurait voulu sauver son ami. Mais elle voit qu'il est en train de se faire capturer par le monstre et du coup pour sauver l'humanité, pour sauver la peau des autres, bah, la meuf elle est obligée de garder la porte fermée quoi, pour sauver des vies. Et ce qui fait que bah, le pauvre bonhomme se fait torturer par le monstre quoi, comme on a pu le voir aussi dans d'autres images. Et d'ailleurs cet acteur là qui se fait torturer par le monstre justement, qui a l'espèce de barbe, bah, c'est le même acteur qui jouait justement, il me semble, le pilote dans Jurassic Park 3. Donc ça a été très malin de la part de Gareth Edwards de reprendre cet acteur-là qui joue un petit rôle, étant donné que le monde perdu Jurassic Park et que Jurassic Park 3 ont été décanonisés pour rappel. Et il me semble aussi également que et de ce que j'ai dit aussi évidemment, c'est que la trilogie, si je dis pas de conneries, si je suis bien sûr de ce que je dis encore, que la trilogie Jurassic World a bien été décanonisée aussi. Donc voilà, ce qui est une bonne nouvelle. Après, le monde perdu Jurassic Park et Jurassic Park 3 sont des films de mon enfance qui m'ont marqué. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ils sont nettement meilleurs que les derniers Jurassic World. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à voir avec le quatrième film, en tout cas Jurassic World 4, entre guillemets, enfin si on peut dire Jurassic World 4. Mais vraiment, vraiment, il y a ce côté où vraiment il y a ce dilemme où un personnage va empêcher un autre de sortir, on va dire, d'une autre pièce parce qu'il y a une catastrophe à côté. Ça rappelle littéralement une scène, vous savez, dans Godzilla 2014, où en fait, t'as Bryan Cranston qui est obligé de laisser l'usine fermée dans le sens où sa femme, voilà, elle est derrière le hublot, dans une scène dramatique où en fait, t'as le muto qui va attaquer justement cette usine, quoi, cette usine au Japon au début du film de 2014. En fait, je vous resitue un peu, on va dire, par rapport au clin d'œil dans le cinéma de Edgar, de Gareth Edwards, oui, de Gareth Edwards, excusez-moi. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, en termes de référence, il y a forcément. Bah, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit enfin le T-Rex se flotter et nager dans l'eau pour essayer de choper le canoë, le canoë quoi, avec les survivants, avec la petite famille qui essaie de survivre, avec Manuel Garcia Rulfo que j'adore en tant qu'acteur. Donc voilà. Et c'est très intéressant parce que vu comment le T-Rex il nage dans l'eau, tout ça, après je sais pas si scientifiquement parlant c'était réellement comme ça que le T-Rex nageait, mais au moins pour ce qui est de l'animation Jurassic Park, c'est passable évidemment. Et en plus le T-Rex est super bien foutu visuellement et très réaliste par rapport à ce qu'on voyait dans les premiers films Jurassic Park. Donc voilà, c'est très réussi par rapport à ça. C'est toujours mieux que l'espèce de T-Rex maigrichon des derniers Jurassic World. Et en plus, le T-Rex, on dirait qu'il est plus imposant et on dirait qu'il a plus de masse, ce T-Rex de Rebirth. Et quand il nage comme ça, bah, ça rappelle justement Godzilla comment il nageait en 2014, enfin dans le film de 2014. Ça rappelle des clins d'œil comme ça. Et d'ailleurs, cette scène du canoë, elle était dans le livre de Michael Crichton, le livre qui a inspiré justement Jurassic Park de 1993.
Et apparemment, cette scène a failli être rajoutée en 1993, mais ça a été une scène coupée qui a même pas été finalisée. C'était plus en storyboard, tout simplement, comment dire, en concept art. Mais cette scène n'a pas été finalisée parce qu'il y avait trop de budget en jeu et puis en 1993, il n'y avait pas encore l'argent nécessaire pour le film en question, quoi, de Spielberg. Donc, ce qui fait que euh, il y a toujours cette image où en fait tu as Scarlett Johansson et son partenaire qui vont dans le temple, dans l'espèce de temple Maya pour choper l'ADN d'un œuf de Quetzalcoatlus, l'espèce de reptile volant là qu'on voit, qu'on voit attaquer justement les héros dans l'espèce de temple. Parce que les héros sont justement dans le nid du monstre quoi. Et ça c'est intéressant en termes de mise en scène, j'ai pas trop vu de fond vert et c'est plutôt bien incrusté pour moi. Et visuellement, le Quetzalcoatlus il est stylé. Après, le Quetzalcoatlus il n'a pas cette espèce de corne sur le bec, à moins que ça soit une autre race de Quetzalcoatlus, j'en sais rien. On verra par la suite. Même si visuellement et en termes de design, il est foutrement réussi, il est foutrement réussi, il y a pas photo. Il y a encore cette idée où on nous raconte que le scientifique explique à Scarlett Johansson que l'ADN d'œuf de Quetzalcoatlus pourrait permettre de sauver des vies, des millions de vies, parce qu'on rappelle que le scénario de ce film-là, c'est en gros une équipe d'exploration qui vont sur une île de dinosaures, où en fait, c'est les pires expériences de dinosaures, de mutants qui ont été laissés sur cette île-là, avec les pires dinosaures qui ont été laissés sur cette île, dont l'espèce de mutant dans le laboratoire, et aussi le T-Rex en question, les pires dinosaures qui sont là, les machins, les pires monstres, voilà, sur cette île-là. Et en fait, ils doivent aller choper les trois ADN des trois plus gros dinosaures, enfin des trois plus gros monstres de l'époque des dinosaures pour justement prendre leur ADN et justement sauver des vies, sauver des millions de vies pour créer des vaccins dans le monde, etc. etc. Donc voilà, c'est assez intéressant et c'est de la pure série B, mais c'est de la pure SF aussi, tout simplement. Et ça a vraiment un côté blockbuster et très ambitieux dans le sens où vraiment ma scène préférée, celle qui m'a le plus marqué, c'est le troupeau excusez-moi, c'est le troupeau de titanosaures. Le troupeau de titanosaures où en fait c'est un panoramique vu du ciel où vraiment, waouh, t'as tout un troupeau de titanosaures, les dinosaures long cou là, c'est vraiment stylé à voir. Et, euh, et vraiment c'était très beau, il y a même un plan où justement t'as les personnages humains qui sont au pied de ces grands dinosaures à long cou. Et en fait, on voit, on va dire, la distance et l'échelle des tailles qui est assez intéressante, qui rappelle bah, forcément Godzilla, qui rappelle Rogue One avec les AT-AT tout simplement. Donc c'est ce qui était assez intéressant par rapport à ça, enfin Rogue One de Star Wars pour préciser. Et en termes de gigantisme, ça rappelle également The Creator avec l'espèce de vaisseau qui est dans l'espace, avec un panoramique dans le ciel où vraiment on voit la grande distance et le vrai gigantisme de cet univers-là, quoi. Donc voilà, c'est très réussi de la part d'Edwards et c'est très ambitieux par rapport à ça. La scène du mosasaure a l'air vachement épique. Le mosasaure niveau taille, il a l'air assez intéressant et assez imposant. Et on voit que c'est un prédateur qui surveille son territoire et qui n'hésite pas à attaquer les intrus tout simplement. Donc ça m'a beaucoup plu par rapport à ça. Euh, Peut-être que, bon, ils ont fait une petite erreur par rapport au Quetzalcoatlus, c'est un reptile volant. Mais ils prennent son ADN en pensant que c'est un dinosaure, tout ça. Bon, c'est une erreur des producteurs toujours à la base, c'est que ils confondent reptiles volants avec dinosaures, ils confondent reptiles marins avec dinosaures aussi. Donc le mosasaure, c'est pas un dinosaure, c'est un reptile marin pour vous le préciser quoi. Et en gros, le mosasaure, peut-être que c'est peut-être pas le dinosaure, enfin le reptile marin. Si, je pense que c'est celui dont on va prendre l'ADN, tout simplement parce qu'on voit que Scarlett Johansson essaye de lui tirer dessus. Ou alors, peut-être que, peut-être que, je sais pas, que ça pourrait être les spinosaures, l'un des spinosaures dont on prendrait l'ADN, puisque le spinosaure, bah, c'est un dinosaure du coup. Je ne sais pas comment ça va se passer exactement, mais je pense que réellement, bah, ils vont prendre l'ADN du titanosaure ou l'ADN et l'ADN du mosasaure, du Quetzalcoatlus, enfin de ces trois monstres-là disparus, tout simplement. Peut-être de ce qu'on a entendu qu'il y aurait un mégalodon. Le mégalodon, c'était le plus grand requin qui existait. Justement, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop là, je me permets. Donc voilà. En gros, mégalodon, c'est ça. Ça ressemble à ça. C'était le plus grand requin du monde. C'était le Carcharodon mégalodon. Il pouvait attendre dans les, je pense dans les 20 mètres, si je dis pas de conneries. Et c'est une créature qui vivait en pleine préhistoire et il a disparu pendant le changement climatique, juste avant la période glaciaire, tout simplement.
Et à cette période-là, les premiers hommes étaient apparus, ou il était apparu avant les premiers hommes. C'était pendant le temps des Australopithèques, il y a 2 millions d'années, si je dis pas de conneries, il a disparu. Donc voilà. Euh, donc oui, en tout cas, ça a l'air assez ambitieux parce que le mégalodon, parce qu'en fait, pour vous expliquer, on avait vu une photo de tournage du film Rebirth où il y a justement un fossile qui rappelle la grosse gueule de ce mégalodon, justement, qu'on pouvait voir aussi dans un extrait de Sur la Terre des dinosaures, de Sur la Terre des dinosaures, les inédits avec Nigel Marven pour comment dire, pour les plus nostalgiques comme moi qui s'en souviennent. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à dire dans ce trailer de Jurassic World Rebirth? Bah, la musique est plus pessimiste, il y a vraiment ce côté plus dramatique, plus pessimiste, où c'est vraiment, il y a de l'enjeu, il y a vraiment une grosse tension, il y a ce côté où vraiment tu as l'espèce de Direx, l'espèce de mutant monstrueux qui en fait se cache dans la brume, dans l'ombre, tout ça, ce qui rappelle beaucoup à la base le cinéma de Gareth Edwards, où il met souvent ces créatures justement dans des ombres, dans des brouillards pour comment dire, masquer le paysage, pour masquer on va dire l'ambiance avec un côté très sombre des décors où c'est peu éclairé, où il y a vraiment ce suspense et ce côté monstre, quoi. Ce qui était aussi très présent également dans Monsters, son tout premier film, où à la fois il y a l'intimiste avec les acteurs et à la fois le côté mystérieux avec les monstres géants, quoi. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, les mutants, bah, on a vu justement de nouveaux mutants, c'était ces espèces de dragons là, ptérodactyles raptors, assez chelous. J'espère qu'il y aura des morts, j'espère que ce sera assez violent avec de bons jumpscares, assez intéressants. Mais ouais, vraiment, la scène qui m'a le plus impressionné, c'est vraiment le troupeau de titanosaures qui était archi stylé, vraiment. Où tu sens que l'île, elle est gigantesque. J'espère qu'on verra encore plus de dinosaures, vraiment. J'attends ça avec impatience. Euh, déjà que sur InGen dans le sens, le site, la plateforme Instagram InGen pour faire référence justement au groupe scientifique qui ont créé les dinosaures par génétique dans la saga Jurassic. Bah justement, bah, InGen qui a justement publié officiellement, si je dis pas de conneries, bah, les illustrations des dinosaures qu'il y aurait dans le film. Donc on pourrait avoir des Triceratops, des Ankylosaures, des Maiasaura, peut-être des Parasaurolophus vivants, on verra bien, des Velociraptors, bon ça c'est sûr qu'on les aura, ça a été apparemment confirmé justement dans les images qui ont été montrées en question. Je ne sais pas si je peux vous les montrer là, mais voilà, tout ça pour vous dire que ça reste très excitant et ambitieux. Donc j'espère vraiment que tout se passera comme prévu par rapport à la représentation des dinosaures. Je pense que ce sera un truc plus discret, plus intimiste, ce film-là. Non seulement pour le cinéma de Gareth Edwards, mais en plus parce que il y aura cette idée où il ne faut pas trop en montrer de dinosaures. Ce ne sera pas full dinosaure, full blockbuster, série Z comme les derniers Jurassic World. Non, non, ce sera vraiment un truc intimiste, un vrai blockbuster, malgré un concept de base qui est de série B. Il y aura vraiment ce côté où les dinosaures seront montrés avec parcimonie et vraiment avec, euh, avec comment dire, modération, si tu veux, pour instaurer une vraie intrigue en question. Donc voilà. Donc voilà. Je sais pas si vous pouvez voir. Donc voilà ce qu'on a. Donc, on a le Triceratops tout au bout, l'ankylosaure. On voit pas très bien, mais on a l'argentinosaure, les Quetzalcoatlus. On a le T-Rex. On a les petits dinosaures là. On a le mosasaure qui est gigantesque. Donc voilà, grosso merdo, c'est justement dans InGen, ce moteur de recherche là sur Instagram, en fait, ce profil là. Et oui, je me suis abonné parce que je suis un gros fan de Jurassic Park et de dinosaures. Mais bon, hormis tout ça, j'espère que tout se passera comme prévu. Euh, Si on a déjà ces quelques dinosaures là, c'est intéressant. On a plutôt de la diversité. En plus, on a le retour du, on a enfin un véritable retour du Triceratops, ce qui manquait un peu justement dans les derniers Jurassic World. Je dis bien Fun Kingdom et Dominion qui sont des films vraiment abominables quoi. Mais bon, tout ça pour vous dire que au final, qu'est-ce que je peux dire de tout ça? J'attends le film avec impatience encore plus et vraiment même la musique du thème de la saga est recomposée de manière vraiment plus pessimiste. La scène d'action avec le mosasaure a l'air vachement intéressante
Et en plus, on a remarqué que pour le mosasaure, il a une sorte de corde de baleine avec des lignes qui rappellent les cétacés, ce qui, ce qui, je pense, n'était pas vraiment le cas pour les reptiles marins, surtout les pléosaures comme le mosasaure, quoi. Mais donc voilà, excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Donc, pour conclure cette actu du viewer cinéphile, ces actus du viewer cinéphile, Mathieu Kassovitz est un lâcheur de la France, littéralement c'est un lâcheur de la France, et il ne respecte pas son propre pays. Et je vous mettrai en lien en description les vidéos en question. Et pour ce qui est de Jurassic World Rebirth, j'attends le film avec encore plus d'impatience. Je suis très excité. Est-ce qu'il y aura un véritable antagoniste ou pas? Est-ce que vraiment il y aura un antagoniste? Est-ce que vraiment ce sera plus une sorte de survival dans une île de dinosaures? On verra par la suite. En tout cas, l'espèce de Direx, l'espèce de. euh, c'est ça, le Direx, l'espèce de monstre mutant là, qui rappelle un peu Alien. J'espère que ce sera vachement intéressant à exploiter tout ça. En tout cas, c'est bien parti. Moi, l'idée des mutants, ça me dérange pas parce que quand c'est montré de manière horrifique, comme c'est des films de monstres, les Jurassic, quand c'est montré de manière réaliste et bien foutu, où tu sens que c'est des créatures qui font peur, tu vois, comparé à l'Indominus Rex et comparé à l'Indominus Raptor, où vraiment c'était juste des pâles copies, en plus c'était vraiment des monstres qui faisaient pas peur, quoi, où en plus la mise en scène ne mettait pas assez ça en avant, dans le sens où il n'y avait pas cette mise en avant du côté monstrueux, du côté peur. Donc là, je pense qu'avec ce Jurassic World Rebirth, on repart sur de bonnes bases. Le côté mutant va être mieux exploité, honnêtement parlant. Donc j'espère que Spielberg va bien marquer son coup. En tout cas, je compte sur Gareth Edwards. J'ai pas de doute sur Gareth Edwards pour nous faire un excellent film. Et je pense que c'est tout ce que j'aurais à dire. Oui, on a le petit caméo de l'Aquilops. L'Aquilops, c'est l'espèce de petit cératopsien qui est dans le sac de la petite fille là qu'on voit. Bon, il y a toujours le côté gamin, le côté enfant dans les aventures jurassiques, parce que les enfants, ça a toujours été ils ont toujours eu une place importante dans la saga Jurassic Park, depuis le film de Spielberg de 1993. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, visuellement, le film a l'air vraiment magnifique, les échelles de taille, les designs des dinosaures, les designs des créatures, elles sont extraordinaires. Enfin, ils sont extraordinaires, donc voilà. Donc j'attends ça avec impatience. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Le mégalodon, je sais pas s'ils vont mettre le mégalodon parce que ce serait un peu bizarre. Parce que le mégalodon, il vivait à la préhistoire. Et ça me dérangerait un peu qu'ils le mettent parce que même si le mégalodon est stylé, et même s'il y a cette idée où dans Jurassic, c'est dans un monde où la génétique existe et que forcément on peut faire vivre des créatures disparues, le mégalodon, je sais pas, c'est un requin à la base, d'accord? C'est pas un dinosaure. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, bon, on verra par la suite. J'espère au moins qu'il n'y aura pas non plus de mammifères disparus, qu'on n'aura pas de mammouth, qu'on n'aura pas de tigre dents de sabre, qu'on n'aura pas des trucs comme ça, quoi. Pour que ça reste quand même pour que ça reste quand même du Jurassic Park, quoi. Pour que ça reste quand même du Jurassic où à la base c'est les créatures du Jurassic, les créatures de l'époque des dinosaures, quoi. Donc c'est ça qu'on veut voir en fait. De l'époque mésozoïque pour être précis. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de tout ça. Dites-moi votre avis en commentaire par rapport au nouveau trailer de Jurassic World. Bon, ça avait un peu tardé cette analyse-là en question, mais enfin bon, au final, j'ai pu la faire. Euh, et puis voilà, après, il y a un truc qui me pose question par rapport à Jurassic World Rebirth, c'est cette espèce de temple. Est-ce que par hasard, il y aurait des indigènes qui vivraient dans cette île perdue avec les dinosaures? Ça, c'est une question qui me tue l'épine personnellement. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé de cette analyse. Dites-moi votre avis sur le trailer en question, vos attentes, tout ça, vos théories, tout ça, tout ça. Et dites-moi aussi par rapport à Mathieu Kassovitz, vraiment, de- enfin, dites-moi par rapport à Mathieu Kassovitz, de quelle manière vous avez appréhendé cette information que je vous ai donnée sur Mathieu Kassovitz. Est-ce que pour vous, Mathieu Kassovitz est l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire dans le cinéma français? N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si Mathieu Kassovitz est en roue libre totale et en fait est aussi également, on va dire, la représentation d'un système ambiant d'un cinéma français qui ne sait plus où il va. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire les amis. On se dit à la prochaine, c'était Rafi, salut à tous.